aujourd'hui en matière d'urbanisme que font les politiques, c'est de faire de la mixité sociale. Et on arrive de moins en moins dans les quartiers. Oui. Et finalement, il y a une demande à l'habitat participatif d'intégrer de la mixité sociale en son sein de plus en plus et finalement d'en faire une condition presque sine qua non pour pouvoir être accompagné dans des politiques. Et ça rejoint nos propres préoccupations, donc tant mieux quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aussi envie de faire de la mixité sociale. Quand on voit les groupes, la façon dont ils sont composés, il y a des gens qui relèvent du logement social, et c'est même la majorité, et puis des gens qui ont les moyens d'être propriétaires. Là où c'est pas aussi simple que ça, il faut se méfier et on se pose des questions, hein, c'est que la mixité sociale, donc en gros des personnes éligibles à du logement social, on y arrive assez bien. Il y a plein de gens qui sont classe moyenne et qui sont éligibles. Mais on va dire, ils appartiennent tous quand même à une espèce de grande couche de créatif culturel. Il y a un socle de culture commune. Quand on veut faire rimer mixité sociale et mixité culturelle, c'est-à-dire des gens qui viennent vraiment d'univers différents, notamment un quartier dans le nord de Marseille où très clairement, quand on parle d'habitat participatif, c'est pas naturel, quoi, il y a des choses. C'est là où on a plus de difficultés. Donc comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on peut faire des projets d'habitat participatif qui puissent intégrer de la mixité culturelle et qu'est-ce que ça peut produire, quoi. Alors, pour comprendre ça, pour affronter ces défis-là, là on ne peut pas faire l'économie, ça, je vous conseille même de profiter de mon expérience pour ne pas perdre du temps, on ne peut pas faire l'économie d'un travail intensif d'études et de compréhension de la chose. Parce que la question de la mixité, c'est pourquoi on veut la mixité. On veut la mixité parce qu'on est gentil, parce que c'est colorié, parce qu'on aime manger couscous, c'est pas seulement canard à l'orange, non, c'est ça que vous mangez, non, des canards à l'orange. Du couscous régulièrement. Non, non, les Français. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on veut la mixité? Alors, moi je vais vous dire, la question de la mixité sociale et la question de la diversité, qui est la question centrale de notre époque, que ce soit en biologie, en urbanisme, en éducation, en médecine, en psychiatrie, c'est la question centrale de notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque est une époque qui tend à une uniformisation croissante de toutes les sphères de la vie. Vous voyez, les OGM créent une variable de soja. Dans l'éducation, par exemple, la pédagogie dite des compétences, plutôt que d'éduquer, transmettre dans la multiplicité conflictuelle, contradictoire à nos enfants, elle veut donner des compétences utiles. Alors, je vais vous donner un exemple qui est parallèle. Non, comme ça fait 3 jours que vos amis sont là, peut-être que ça va être un peu lourdin, mais bon. Et dans la pédagogie, on veut aussi faire de la mixité. Mais à vrai dire, on dit qu'on veut faire la mixité, et peut-être les gens le pensent, mais vous savez, on ne juge pas les gens pour ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, on les juge pour les actes en général. Non? Alors qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Dans les écoles, on dit, il faut quand même que tout le monde acquiert des compétences. Et ceux qui ne peuvent pas acquérir des compétences, on leur donne la ritaline, par exemple, parce qu'ils sont des casse-bonbons. Vous savez, la molécule là pour de l'obéissance. D'accord. Bon, moi j'ai travaillé 30 ans en pédopsychiatrie, alors voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout à coup on veut aujourd'hui des classes avec des noirs, des jaunes, des blancs, des verts, mais tous sur le même moule productif d'acquisition de compétences. Or, c'est là où il faut savoir qu'est-ce qu'on dit quand on dit mixité. La mixité veut dire quelque chose de très profond qui est un défi pour notre époque, qui est défendre une organicité multiple contradictoire. Quand moi j'étais à l'école, il y avait dans ma classe les casse-bonbons, le premier de la classe qui était un peu bête parce qu'il ne savait pas, il avait peur d'une mouche, il y avait l'autre qui dormait, il y avait celui qui était très violent. Ça permettait de créer une unité organique qui faisait un lien conflictuel, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord, parce qu'ils n'étaient pas tous les mêmes, donc il y avait un niveau de conflit, qui créait un socle social qui tenait. On créait des sociétés. À l'époque, l'école avait comme objectif recréer la société, non pas avoir l'élève client qui acquiert des compétences. Or, cette organicité-là, aujourd'hui, elle est cassée dans l'école. Dans l'école, on ne tolère plus qu'il y ait les casse-bonbons, les ça. On veut tout uniformiser. Hein? C'est-à-dire, alors donc,
Il y a des études neurologiques, des études psychologiques, des études de pharmacologie même, pour voir comment on fait pour que les mômes réagissent tous de façon prévisible, claire et égale. Bon. Alors, on fait la même chose partout. On est en train de faire la même chose partout. La force des nouvelles technologies, qui sont merveilleuses, magiques, tout ça, bon, patati patata, est aussi une force très dangereuse d'uniformisation des temps, d'espace, des modes de vie, des modes de se divertir, n'est-ce pas? Alors donc, quand on revient à la question de la mixité, il faut savoir, la mixité a comme racine la défense et le déploiement d'une société organique, contradictoire, n'est-ce pas, dans laquelle on n'est pas ensemble parce qu'on est tous pareils, parce qu'on est bisounours, on s'aime, on est ensemble parce qu'il s'agit de la société. La société. Qu'est-ce qui peut faire lien alors pour pouvoir mettre dans un même habitat participatif des gens qui viennent d'univers culturels très différents? Bon, d'abord, on ne les met pas. Non, on ne les met pas. Mais ils se mettent tout seuls. Pour l'instant, la tendance, c'est, enfin, je caricature un peu, mais c'est des créatifs culturels qui oui, se disent comment on va venir chercher des gens qui sont c'est là où il y a le côté intensif, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quoi on appelle participative, vous voyez, à quoi on appelle coopérative, à quoi on appelle alternative. L'alternative aujourd'hui, ce n'est pas de créer des petits kibbutz entre nous, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est de l'individu élargi. C'est-à-dire qu'on reste individualiste, mais c'est un individualisme élargi, n'est-ce pas? Avec des frontières très claires. Il y a à Buenos Aires, comme malheureusement à Paris, des quartiers, ou des maisons, disons à Paris, dans lesquels des gens de très bonne volonté, très gentils, très bien élevés, qui disent bonjour à la dame le matin, vivent avec des murs, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire, si on veut ça, ben, voilà, il faut de tout pour faire un monde, c'est pas mon truc. Si ce qu'on veut, c'est quelque chose dans lequel vraiment il y a une ouverture au monde, dans lequel on essaie de faire de notre quotidien une participation à une émancipation du monde, à quelque chose qui va contre l'apartheid, contre la logique guerrière d'affrontement, alors là, il faut quand même comprendre que l'intégration, la multiplicité, doit être pensée sous le mode d'une organicité conflictuelle compliquée. Ça veut dire que je ne peux pas construire des quartiers de bisounours. Je dois quand même accepter que ce défi-là est un défi beaucoup plus haut de ce que j'ai pensé au départ, c'est tant pis mais c'est comme ça, qui doit se poser la question, mais comment je peux construire des projets communs avec celui avec lequel je ne suis pas d'accord? Parce que l'habitat participatif, soit il participe de l'idée la société est tout le monde, soit elle dit la société c'est nous et l'autre elle est barbare. C'est quoi le défi aujourd'hui? C'est quoi le défi? Le défi c'est je veux construire des quartiers, des villes, des cités, des régions du monde, des forteresses, entourées de no man's land avec des barbares, ou est-ce que je crois que la barbarie est le mur qui sépare les gentils des barbares, entre guillemets. Bon, moi je pense quand même que ça c'est le défi de l'habitat participatif. Je ne critique pas les gens qui veulent juste vivre dans des individus élargis, dans un entre nous. Mais ça c'est toujours guerrier. Nous, en Amérique latine, on a cette expérience horrible des quartiers fermés. Les gens croient que le quartier fermé, c'est fait des horribles militaires méchants, caca. Il y en a. Mais en général, les horribles militaires caca, ils ne vivent pas dans des quartiers fermés. Parce que ça les emmerde, les autres. Ils vivent dans des villas à part. Dans ces quartiers-là, il y a des petits bourgeois, en général, avec un bon niveau d'instruction, qui plutôt, ils voteraient plutôt à gauche, qui sont très gentils, voilà. Et ils ont fini par faire de l'apartheid. Alors, je ne vais pas être quand même celui qui est oiseau de mauvais augure. Mais il faut faire très attention parce que plus on va vers les bisounours en évitant la conflictualité, plus on finit par construire, c'est ce qui est arrivé chez nous, hein, le contraire de ce qu'on voulait. Alors, l'exigence, elle est beaucoup plus haute que je supporte mon voisin qui joue le saxophone. L'exigence, elle est beaucoup plus haute. L'exigence est vraiment comment je fais pour que ici ce soit à mesure restreinte, un laboratoire des liens sociaux avec celui qui n'est pas comme moi, celui que je n'aime pas, celui qui ne me plaît pas comme il vit, n'est-ce pas? Comment je vis avec celui qui ne me plaît pas comme il vit, n'est-ce pas? Comment je construis des liens sociaux?
nous, dans des banlieues parisiennes, on avait commencé avec Florence Aubenas il y a maintenant 20 ans, non, à La Courneuve, on développe des expériences comme ça. En Amérique du Sud, en Argentine très précisément, n'est-ce pas, on développe des expériences comme ça. La ligne d'horizon est comment on fait société avec tous. Comment on fait société avec tous. Il y a des fois dans lesquelles, pour vous donner une idée, peut-être ça fait un peu trop loin, alors ça fait exotique, mais l'idée elle est là, j'espère quand même. Dans un bidonville de Buenos Aires, il y a un peu de temps, on est arrivé dans une école faite par des petits curés de la théologie de la libération, un truc comme ça, un peu progressiste d'émancipation. Le point maximum qu'on est arrivé, des liens, c'était que les mômes acceptent, des mômes, acceptent de laisser les armes à l'entrée. C'est parfait. Vous voyez? Au moins, ils étaient d'accord avec ça. Vous comprenez? L'horreur aurait été de chercher les quelques mômes dans ces bidonvilles qui, eux, n'étaient pas armés, que eux, ils étaient tout à fait différents, que eux, ils étaient récupérables pour être le mec qu'on montre à Sciences Po, n'est-ce pas, qu'on a récupéré des bidonvilles, n'est-ce pas? On aurait fait comme ça cette sorte de présélection, n'est-ce pas? Ça, c'est l'horreur, parce que ça construit de l'apartheid, les chemins à l'enfer étant remplis de bonnes intentions, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne fais pas un procès d'intention. Mais il faut capitaliser les expériences. Alors, nous, on a dit, comment on crée, comment on fait cette époque, comment on fait dans cette école, ils se tuent, ils s'entretuent. On dit, cette école-là est arrivée à être quand même un phare des liens sociaux dans ces bidonvilles, parce que c'est un lieu dans lequel des mômes qui appartiennent, bien entendu, vous l'aurez compris, à des différents gangs, bandes, oui, laisse les armes à l'entrée. Oui. Alors, le défi c'est ça, c'est-à-dire soit nous voulons un hyper bisounours, et alors là, voilà, je mets ma casquette psychanalyste, vous n'avez que quelques années à attendre pour que ce soit l'enfer. Parce que les bisounours entre eux, ils sont les loups dans la bergerie. Les bisounours entre eux, comme ils ne tolèrent aucune conflictualité, ils finissent par l'affrontement. Hein? Moi, je ne sais pas, ils vont dire, mais les mecs, ils sautent des coq à l'âne. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'éducation d'un enfant, je vous dis là, d'un point de vue pédopsychiatrique, que les familles bisounoursettes qui se ferment sur elles-mêmes et qui ne permettent pas que les mômes se frottent avec le monde, avec la méchanceté, qu'ils imaginent que nous, on est tout bons, que les autres, tout méchants. Ouais. Eh bien, un habitat participatif ne doit pas imaginer qu'il est tout bon et qui est entouré d'un monde de méchants. Parce qu'il va finir comme une horreur. Alors, le défi, il est beaucoup plus haut de ce qu'on pensait. Et c'est pour ça que c'est intensif, il faut chercher. C'est-à-dire, il faut voir comment on fait du participatif qui inclut les mondes comme exigence. Comment on fait du lien conflictuel pour éviter l'affrontement. Dans tout ce que vous dites, la question de la recherche, elle est fondamentale. Fondamentale. Moi, je pense que votre histoire aujourd'hui, au-delà des quelques baraques participatives que vous ayez, il faut quand même comprendre humblement, c'est que la COP italienne avec laquelle je travaille, 10 millions de membres, ils ont compris que aujourd'hui pour aujourd'hui, ils sont dans une étape dans laquelle la question centrale est la recherche. La recherche de quoi? De comment faire pour que la COP ne devienne pas Carrefour en perdant son âme pour survivre. Perdre son âme pour survivre, quand même, il y a Goethe, il y a quand même des histoires qui racontent que c'est une mauvaise affaire, n'est-ce pas? Alors donc, oui, il faut comprendre qu'au-delà de quantitatif combien nous sommes, l'étape est une étape de recherche. C'est pas possible que tous les projets d'émancipation se soient cassés la gueule, presque, hein, sauf le mouvement justement qui n'avait pas des utopies dans le futur, non? Comme le féminisme, les droits civiques, les droits des homosexuels. Et c'est pas possible qu'on sorte d'une époque de si grande déception et qu'on ne doit pas passer, pour reparler d'émancipation, par une époque de recherche. Sauf que pour moi, la recherche, ce n'est pas au laboratoire, c'est pas à la bibliothèque. C'est au labo. Mais est-ce que ça veut dire qu'actuellement, dans une phase de recherche, jusqu'à ce qu'on trouve des nouveaux modes de fonctionner, puis après, on trouve les bons modèles et on les développe, ou est-ce qu'on reste tout le temps en phase de recherche? Non, la question c'est comme ça. C'est une période ou c'est un état d'esprit général à cultiver? Alors à Montevideo, avant que le Tupamaro soit au gouvernement, non,
pour ceux qui connaissent. Bon, il y avait un quartier comme ça, en autogestion. Les voisins, ils sont construits de façon collective, les maisons, je sais pas quoi. Et après, ils ont obtenu, à travers des luttes, etc., la propriété de ces terrains. Et au bout d'un moment, les mecs, ils se sont dit, bah, maintenant, on va vivre normalement comme des voisins. Donc, ils ont voulu abandonner la recherche. Bon, il faut comprendre que oui, que parfois, il y a des mouvements qui sont éphémères et qui réparent ailleurs. Mais je suis convaincu que la recherche est pour longtemps. C'est-à-dire que la construction des nouveaux modes de vie, de sociabilité, peut être abandonnée dans un quartier dans lequel, voilà, comme dans le cas de Montevideo, ça y est, on a nos maisons, on a ce qu'on voulait, voilà, on arrête la recherche. Et on passe à des modes de vie plus dominants. Bon. Mais il faut savoir quand même que la recherche est la condition de l'émancipation. On doit être dans une sorte de... Ce que ça implique, c'est que ce n'est pas un groupe de chercheurs qui observe, qui analyse, qui propose, c'est dans chaque habitat participatif. C'est l'activité même... Il y a une équipe de chercheurs. Quoi. Enfin, je veux dire, avec, les habitants sont tous chercheurs. Avec la COP, par exemple, moi je participe comme celui qui est là pour accompagner, pousser, etc. Mais il n'y a pas une équipe de chercheurs qui sont venus. Il y a des chefs d'établissement, des gens de la compta, des gens ce sont les gens eux-mêmes, donc dans ces cas-là, c'est les voisins eux-mêmes, qui aidés ou pas, hein, c'est-à-dire ça dépend des forces qu'ils ont, mais bon, aidés ou pas par quelqu'un qui les permet un tout petit peu d'avoir cette dynamique-là, doivent savoir que un mode de vie alternatif implique comme exigence un niveau de recherche très exigeant. Sinon, on se trouve dans un ghetto à Bisounours qui augmente l'apartheid. Et en même temps, tout le monde n'a pas l'état d'esprit de faire de la recherche. Bien sûr. Il y a des tas de personnes qui veulent vivre en habitat participatif, qui sont soit pas les connaissances, soit pas la forme d'esprit, soit pas l'appétence pour faire de la recherche. Donc est-ce que... Non, il suffit une minorité dans chacun de ces lieux. Il n'y a pas besoin que tout le monde fasse de la recherche. Mais il faut qu'il y ait une masse critique encore des gens qui garantissent les volets recherche, comme il faut une masse critique qui garantisse les volets culturels, les volets artistiques, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas besoin que tout le monde se mette... Mais il faut quand même que... j'imagine que dans un habitat participatif, les côtés culture, les côtés art, les côtés urbanisme, les côtés écologie exigent que par affinité élective, des gens s'occupent de ça. Eh bien, il faut quand même qu'il y ait un groupe qui, par affinité élective, s'occupe de maintenir ce niveau de recherche qui empêche ces dangers qui menacent l'habitat participatif, qui n'est pas le manque de crédit, qui n'est pas ce qu'on croit. Les vrais dangers est interne, c'est de tout à coup construire un ghetto à Bisounours. On parle souvent de l'habitat participatif comme un lieu où il y a beaucoup d'intelligence collective, c'est exactement ça. Quoi. Le jour où on arrête d'être intelligent collectivement, on tue l'essence de l'habitat participatif. Quoi. Oui, parce que le défi de l'habitat participatif, comme d'autres expériences collectives, est d'une vie qui ne soit pas une vie d'une fois pour toutes. N'est-ce pas? Justement, est une vie dans laquelle il y a une dynamique du vivant qui se perdure. Hein? Donc le défi est celui-là. Le défi, c'est pas que l'appartement soit beau, que les voisins disent bonjour, qu'on ait je vois, un truc solaire au toit. Tout ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas se tromper. L'esprit de la chose est qu'il y ait quand même un désir de que la vie soit vie toujours. Et pour que la vie soit vie toujours, il y a un besoin en permanence de s'éloigner de cet équilibre dangereux comme ça, dans lequel on dit, bon, ça y est. N'est-ce pas? Alors oui, je pense que, dans tous les cas, pour très longtemps, ce qu'on appelle l'habitat participatif, comme toute la myriade d'expérimentations aujourd'hui existantes, doivent avoir au cœur de leurs soucis la recherche qui correspond à cette ambition très haute. Et dès qu'on abandonne ça, tout ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura trouvé un mode de vie plus confortable, plus agréable, mais qui très très vite, étant donné la dureté du monde et de la société, devient un ghetto
et produit le contraire de ce qu'il voulait, l'apartheid. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vis dans cet appartement ici à Paris, j'ai un appartement à Buenos Aires. À Buenos Aires, un quartier populaire, ici c'est la Nation, c'est un quartier mixte, c'est un quartier dans lequel il y a là-bas des Boliviens, des Péruviens, de tout, quoi, des Indiens. Là. C'est un quartier hyper sympa. Hyper sympa. Voilà. Donc je ne vis ni dans un quartier fermé apartheid, ni dans un truc comme ça, participatif, kibbutz. Je vis dans un truc très agréable. Il vaut mieux ça que se lancer dans un projet bisounours pour finir en créant un ghetto avec des miradors. Que c'est le danger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? C'est-à-dire que si l'option est vivre dans un quartier comme tu peux, en étant plus ou moins gentil, en étant le moins salaud possible. Finalement, c'est mieux de ne pas choisir complètement ses voisins, quoi. Il ne faut pas choisir ses voisins. S'il y a une part d'aléatoire et qu'il y a des gens qui ne l'attendaient pas, les dangers de l'apartheid viennent parce que dans les projets de ce type-là, il y a cette contamination un peu totalitaire, moche, de chasser l'aléatoire. Moi, c'est ce que j'essaie de vous dire, mon exemple de comment je vis à Paris ou comment je vis à Buenos Aires. C'est des quartiers pleins d'aléatoires, plein d'aléatoires. Et alors, il y a des gens qui sont fâchés avec l'autre, et moi-même, il y a les voisins du premier étage ici, je ne dis jamais bonjour, c'est un pétainiste merdique. À Buenos Aires, il y a l'autre que je ne sais pas quoi. Et c'est très agréable, voilà, c'est-à-dire si jamais il y a des gars dans la rue, il va voir la voisine de là qui va leur donner à bouffer, il va éviter que l'autre crétin veuille les chasser, et on se méfie beaucoup du flic, mais donc, bon. Donc ça crée un truc sympathique. Eh bien, il vaut mieux toujours ça que l'habitat participatif qui finit par créer une sorte de ghetto avec des miradors pour sauver les bisounours qui sont dedans contre les méchants qui sont dehors. Je crois que le message est très clair. Merci beaucoup, Miguel. Merci beaucoup. Et bon courage et j'espère qu'ils vont m'inviter. Pour les prochaines rencontres. Pas seulement, sinon pour les pratiques, voir les pratiques comment ça se passe. Merci. Bien volontiers.